Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cybernews, l'émission mensuelle du FIC. Aujourd'hui, nous parlerons de la place et du rôle de l'Europe dans le cyberespace et nous nous demanderons si et à quelles conditions la souveraineté numérique dont beaucoup d'entre nous rêvons peut devenir une réalité. La crise du Covid-19 a mis en lumière les dépendances à la fois physiques et numériques de l'Europe envers notamment les grandes plateformes et les acteurs du numérique et du cloud américain et chinois. Télétravail, téléconsultation ou encore visioconférence, rien de tout cela n'aurait été possible sans Amazon, Microsoft ou encore Google, sans compter l'explosion des usages de TikTok ou encore Netflix. Des dépendances qui se sont aussi illustrées par des applications de traçage qui ont été déployées et qui, excepté en France, reposaient sur les systèmes de Google ou Apple. En France, c'est l'attribution du Health Data Hub au géant américain Microsoft qui a fait grincer les dents des partisans d'une voie européenne. Le gouvernement français vient d'annoncer qu'il comptait le rapatrier sur une plateforme française ou européenne. On en parle tout de suite avec notre invité. Si le Privacy Shield, sa suppression, devait remettre en cause le HDH, je pense que ça devrait remettre en cause l'ensemble des applications informatiques utilisées dans notre pays, voire en Europe. Ce que dit cette annulation, c'est que, ce qui n'est pas tout à fait illégitime d'ailleurs, la position des données dans les applications qui sont développées doivent strictement rester en France, car elles ne répondent pas à toutes les contraintes que le RGPD demande. Ce qui est en effet un vrai débat. Le problème, et c'est celui auquel nous sommes confrontés avec le HDH, c'est que si vous dites ça, eh bien, vous arrêtez non pas les applications du domaine public, mais aussi celles du domaine privé. Toutes les applications qui, aujourd'hui, utilisent, que ce soit un cloud américain, soit quasiment 80% des applications, ou qui ont des ramifications dans des pays qui relèvent de la législation américaine, sont remis en cause. Du coup, en effet, c'est d'ailleurs ce que le Conseil d'État a dit, c'est que nous devons peut-être remettre en cause le HGH à un certain terme, mais qu'en attendant, vu qu'il n'y a pas d'autre solution, et c'est valable aussi pour le privé, eh bien, nous devons continuer à utiliser ces clouds, même si ils relèvent d'une législation qui peut être mise en cause. Il faut rappeler que la CNIL n'avait qu'un avis consultatif à donner. La seule juridiction valable, c'est celle du Conseil d'État, et je crois qu'il a été assez clair. Le HDH doit continuer à fonctionner et tant mieux pour notre santé et notre pays. Il faut reconnaître qu'il y a une extraterritorialité de la législation américaine. Elle est extrêmement encadrée, et il faut le rappeler. Il ne s'agit pas pour M. Trump encore, même s'il est peut-être plus président au moment où je vais parler, de se lever un matin et de dire « je voudrais connaître l'état de santé et les analyses de sang de M. Mamoumani ». Ce n'est pas en ces termes que ça se présente, quoi que certains en disent. Non. Le HDH, comme l'a souvent répété Stéphanie Combe, et tel que ça a été validé par le Conseil d'État, a pris toutes les mesures, on va dire, possibles pour diminuer ce risque. Je veux être tout à fait transparent en disant que on ne peut pas dire qu'il est disparu totalement, évidemment. Mais toutes les conditions d'anonymisation, de sécurité ont été prises dans tous les sens du terme pour que ce risque soit diminué au minimum. Ce choix qui a été fait par Stéphanie Combe est un choix maîtrisé, un choix contrôlé et équilibré au regard des risques pris. Toutes les initiatives visant à donner à l'Europe une souveraineté numérique me font plaisir, je les soutiens. Alors, Gaia X est une très bonne idée parce que
elle a permis d'associer un certain nombre d'acteurs européens majeurs qui peuvent tout à fait créer une alternative justement à ces infrastructures américaines. Maintenant, il faut être réaliste. Vous avez aujourd'hui une avance absolument considérable de AWS d'abord, de Microsoft juste après, plus loin, de façon assez éloignée de Google, et de façon très éloignée, voire souvent inexistante, des fournisseurs d'infrastructures français. Par conséquent, le chemin va être long. Alors, comme j'ai 40 ans, entre guillemets, malheureusement, d'expérience derrière moi de l'informatique, je peux vous confirmer que les rois d'hier ont disparu, ont été remplacés par des rois nouveaux. Donc, ce n'est absolument pas perdu. Il faut juste s'en donner les moyens, faire le nécessaire pour que l'on puisse trouver des alternatives européennes. Et j'y crois, d'ailleurs, j'y crois tellement que Open fera partie, et même l'initiateur, d'une alternative, là, non pas aux infrastructures, mais plutôt au traitement de données, une sorte de Palantir à la française, avec la création d'une structure qui s'appelle DataGem, qui regroupe un certain nombre d'acteurs français de la data. L'Europe a une carte énorme à jouer sur l'intelligence artificielle, le traitement des données. D'abord parce que nous avons les compétences et les ressources, ainsi que les formations. Il faut quand même rappeler que même chez les grands acteurs américains, c'est souvent des Français qui sont à la tête de la recherche, et par conséquent, nous n'avons absolument pas à rougir de nos capacités en la matière. Deuxièmement, que le sujet n'a pas encore été, on va dire, consommé, tel que l'est pour le cloud. Et par conséquent, les places sont à prendre. Et je le répète, c'est pour ça que Open, avec sa filiale Kinaps, a pris cette initiative. Pour les citoyens, la souveraineté numérique paraît être un enjeu de contrôle de l'État sur leur liberté. Or, je pense que sur ce sujet, il y a deux paradoxes. Le premier, c'est le paradoxe de la privacy, de la vie privée. Les mêmes citoyens sont capables de mettre sur Internet, sur Facebook, dans les réseaux sociaux, énormément de données les concernant, voire même de données médicales. D'un autre côté, lorsque l'État demande, avec, je prends l'application du Stop Covid, dont on a beaucoup parlé, qui était dit-on, un échec, mais on n'a pas expliqué pourquoi c'était un échec réellement, eh bien, personne ne voulait donner ces données à l'État pour cette idée de contrôle. Or, le paradoxe, c'est qu'on laisse les données sur des serveurs américains et on sait pertinemment que les données peuvent servir pour les Américains, pour construire des modèles. Et on le sait déjà parce qu'on en a des preuves, en fait, qu'il y a eu des fuites de données. Et d'un autre côté, on parle donc de l'État comme étant quelqu'un qui va vouloir contrôler nos libertés. Mais l'État nous donnait aussi des preuves qu'il n'allait pas le faire. Donc on est dans un espèce de paradoxe où d'un côté, il y a la séduction de ces systèmes et de l'espèce de brillance, de talent autour des GAFA et la peur finalement d'un contrôle par l'État sur des biens communs. Le deuxième, c'est le paradoxe des biens communs. Tout le monde veut avoir la meilleure médecine et les meilleurs soins pour tous. Or, personne ne veut partager ces données médicales, où on voit en tout cas beaucoup de réticence. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire là? C'est que là aussi, on a besoin d'expliquer mieux, d'éduquer pour avoir confiance et pour créer réellement de la recherche sur nos données médicales, sans effectivement les laisser sur des serveurs américains, comme ça a été le cas pour l'instant avec Microsoft. Et encore, dans cette histoire, il faudrait être plus précis. Est-ce que les serveurs Microsoft qui ont quelques données de santé venant des hôpitaux, etc., sont vraiment des serveurs qui sont sur le territoire américain, ou sont-ils en Europe, et y a-t-il un contrôle sur ces données? Je pense qu'on parle à chaque fois de sujets sans être assez précis pour comprendre
vraiment l'étendue et la complexité des choses. Serons-nous manipulés? Serons-nous pillés de nos données par les géants du numérique américains? Ou y a-t-il les contrôles possibles? Ou alors faut-il ne plus utiliser ces systèmes? Ce sont des vraies questions pour lesquelles nos gouvernements doivent s'allier en Europe pour pouvoir y répondre. Donc pour conclure, la souveraineté numérique, ce n'est pas seulement une question d'intérêt pour certains spécialistes ou pour les GAFA ou pour les États, ce n'est pas ça. Elle touche tout le monde et c'est pourquoi il est essentiel de la concevoir au mieux ensemble et de construire donc cette force de contrôle sur le numérique pour nous tous en Europe. Parler de souveraineté numérique en pensant à la souveraineté de l'État, de la gouvernance de l'État, c'est quelque chose d'assez compliqué. On voit des forces en présence entre les États-Unis, l'Europe, les pays asiatiques et la Chine en particulier. Le contrôle du numérique ne pourra pas être fait dans une souveraineté nationale. On l'a vu avec le Stop Covid, où l'alliance finalement sur l'Europe ne s'est pas faite et du coup on se retrouve en dépendance d'une application Google, Apple qu'ils peuvent à tout moment éteindre. Ce fort pouvoir que l'on laisse donc à des industriels qui ont certains monopoles est dangereux. Voilà, c'est un sujet qui sera largement abordé au FIC, notamment lors d'une séance plénière. Alors rendez-vous à Lille